Qu'est-ce qui pouvait pousser une veuve isolée sur la frontière sauvage à porter secours à un guerrier d'une tribu redoutée? Et quelle serait la réaction de son peuple en découvrant la vérité? C'est une histoire de péril, de bravoure et d'un lien improbable qui redéfinit les lois de la survie dans l'Ouest indompté. Les plaines sauvages, 1857. Le soleil implacable de l'été écrasait de ses rayons la modeste ferme de Clara Dubois. À 32 ans, Clara s'était habituée à la rudesse de sa vie solitaire depuis que la fièvre avait emporté son mari, Henri, 2 ans plus tôt. Leur rêve de bâtir un ranch prospère reposait désormais entièrement sur ses épaules, un fardeau qu'elle portait avec une détermination silencieuse. « Allez, ma belle », murmura-t-elle en guidant sa vieille jument vers l'abreuvoir. « Encore une journée de fournaise. » Clara essuya la sueur de son front, scrutant les champs dorés qui s'étendaient jusqu'à l'horizon tremblant de chaleur. La colonie la plus proche, Val-des-Chênes, se trouvait à une vingtaine de kilomètres, une distance suffisante pour qu'elle se sente totalement isolée, mais assez proche pour y troquer le nécessaire. Toutes les quelques semaines, la monotonie de son quotidien était brisée par un nuage de poussière s'élevant à l'est. Clara plissa les yeux, son cœur accélérant la cadence. Une approche aussi rapide apportait rarement de bonnes nouvelles dans ces contrées. Elle se précipita à l'intérieur, saisissant la vieille carabine d'Henri au-dessus de la cheminée. Elle était chargée, comme toujours. Par la fenêtre, elle en compta 5. 5 guerriers tribaux traversant ces terres au grand galop, manifestement à la poursuite de quelque chose ou de quelqu'un. Leurs cris perçants flottaient dans le vent, féroces et déterminés. Clara connaissait les récits des colons en ville, histoires de razzia, d'enlèvement et de tragédie. Pourtant, durant ces années sur cette terre, elle avait eu la chance d'éviter tout conflit direct. Les cavaliers disparurent derrière la crête, mais la tension resta palpable, lourde comme l'air avant l'orage. Clara garda le fusil à portée de main en terminant ses corvées, ses yeux balayant inlassablement le paysage. Le crépuscule approchait. Clara préparait un repas frugal, tentant d'ignorer son inquiétude grandissante lorsqu'elle l'entendit. Un gémissement étouffé près de la grange. Elle se figea, l'oreille aux aguets. Le son se répéta, distinctement, humain. « Qui est là ?» lança-t-elle en levant son arme. Aucune réponse ne vint, seulement un autre râle de douleur. Clara hésita, sa prudence luttant contre sa conscience. Lentement, elle s'approcha de la structure en bois, le doigt sur la détente. Derrière une pile de bottes de foin gisait un jeune guerrier, âgé d'à peine 20 ans. Le sang imbibait ses jambières en peau de daim. Une balle lui avait traversé la cuisse. Ses yeux sombres se fixèrent sur elle avec un mélange de défi et de résignation. « J'imagine que vous avez été séparés de vos amis, » dit Clara, bien qu'elle sût qu'il ne la comprendrait probablement pas. L'homme grimaça, tentant sans succès de se lever. L'esprit de Clara s'emballa. La chose à faire, la chose attendue, serait de tirer, ou, au minimum, de le laisser à son sort. Sa tribu était crainte dans toute la région, blâmée pour d'innombrables atrocités. Si ses voisins découvraient qu'elle en avait aidé un, elle serait bannie, ou pire. Pourtant, en regardant l'homme blessé, Clara vit autre chose que les divisions tribales, simplement un être humain en souffrance. Elle pensa à Henri, qui avait toujours insisté pour que leur foyer représente quelque chose de meilleur que la haine et la violence de la frontière. « Seigneur, aidez-moi », murmura-t-elle en abaissant son fusil. « Je dois avoir perdu la raison. » Le guerrier se tendit alors qu'elle approchait, sa main glissant vers un couteau à sa ceinture. « Je ne vais pas vous faire de mal, » dit Clara doucement, posant l'arme juste hors de sa portée. « Mais vous allez vous vider de votre sang sans soin. » Il l'observa avec méfiance tandis qu'elle s'agenouillait près de lui. Clara pointa la blessure, puis mima le geste de nettoyer et de bander. Après un moment d'évaluation silencieuse, il fit un léger signe de tête. « Je reviens tout de suite. Ne mourrez pas maintenant, » dit-elle en courant vers la cabane pour chercher du matériel. Lorsqu'elle revint avec de l'eau, des linges propres et ses maigres fournitures médicales, le guerrier n'avait pas bougé. Sa respiration était devenue plus laborieuse, sa peau cendrée sous son teint hâlé. « Ça va faire mal », prévint-elle avant de nettoyer la plaie. L'homme resta stoïque, bien que des perles de sueur apparussent sur son front. La balle avait traversé proprement, une petite miséricorde.
Tandis que Clara travaillait, le guerrier l'étudiait avec une intense curiosité. Lorsqu'elle eut fini de bander sa jambe, il prononça un mot unique qu'elle ne comprit pas, puis tapa sur son torse. « Kael. »« C'est votre nom ?» demanda Clara en se désignant elle-même. « Je suis Clara. »« Clara, » répéta-t-il avec soin, les syllabes étranges sur sa langue. L'obscurité étant tombée, Clara fit face à un nouveau dilemme. Elle ne pouvait pas le laisser dehors. La nuit apporterait le froid, les prédateurs et possiblement la mort. Avec un effort immense, elle aida Kael à entrer dans la grange, lui préparant une couche de foin propre et de couverture. « Vous serez plus en sécurité ici, » expliqua-t-elle, bien qu'il ne pût saisir le sens des mots. « Je passerai vous voir au matin. » En retournant à sa cabane, fusil en main, Clara se demanda si elle n'avait pas commis une terrible erreur. Les compagnons du guerrier le chercheraient sûrement, s'ils le trouvaient ici. Elle barricada sa porte cette nuit-là, dormant d'un sommeil agité, l'arme posée près de son lit. Ses rêves furent tentés de cris de guerre et de flammes. L'aube se leva dans un calme inquiétant. Clara se réveilla en sursaut, momentanément confuse par le silence absolu. Pas de chant d'oiseaux, pas d'appel lointain de coyotes. Quelque chose ne tournait pas rond. Elle s'habilla à la hâte, glissant un petit couteau dans sa botte avant de saisir sa carabine. S'approchant de la fenêtre avec précaution, elle regarda dehors et sentit son sang se glacer. Entourant sa cabane en un large cercle, au moins 20 guerriers à cheval, le visage peint pour la guerre, se tenaient immobiles. Ils observaient sa maison avec une patience prédatrice. « Doux Jésus !» chuchota-t-elle, ses doigts se resserrant sur la crosse de bois. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tous les combattre, et fuir était impossible. Un mouvement près de la grange attira son regard. Kael était sorti, se tenant maladroitement debout, épargnant sa jambe blessée. Un grand guerrier portant une coiffe de plumes élaborée, manifestement le chef, mit pied à terre et s'approcha de lui. Ils échangèrent quelques mots, le chef jetant occasionnellement des regards vers la cabane. L'esprit de Clara s'emballa. Avait-elle sauvé Kael seulement pour guider son peuple ici, afin de la massacrer ? Était-ce ainsi que tout finirait ? Prenant une profonde inspiration, Clara prit une décision. Si ces instants devaient être ces derniers, elle les affronterait avec dignité et non terrée derrière une porte verrouillée. Elle lissa sa robe, vérifia que ses cheveux étaient correctement épinglés et sortit sur le porche, le fusil tenu de manière non menaçante à ses côtés. L'attention des guerriers se braqua immédiatement sur elle. Clara sentit le poids physique de leur regard collectif. Kael dit quelque chose au chef, qui hocha lentement la tête. Le chef fit plusieurs pas vers la cabane, s'arrêtant à une distance respectueuse. Il leva la main dans ce qui semblait être un geste de paix. « Je suis Mokui », dit-il dans un français fortement accentué mais compréhensible, chef de cette bande. Clara déglutit difficilement, surprise par sa maîtrise de la langue. « Je suis Clara Dubois », Mokui opina. « Kael raconte comment tu as sauvé sa vie quand d'autres l'auraient prise. Il dit « Tu as des mains douces et un cœur brave ». Clara jeta un coup d'œil à Kael qui se tenait droit malgré sa blessure, l'expression illisible. « J'ai fait ce que n'importe qui devrait faire pour une personne dans le besoin », répondit-elle prudemment. Le visage buriné de Mokui resta impassible. Pas n'importe qui, pas pour nous. Il fit un geste vers l'horizon. Les colons nous craignent, nous haïssent, nous rendons ce sentiment. Clara ne pouvait nier la vérité de ses paroles. Les tensions n'avaient fait qu'escalader depuis des années, avec des atrocités commises des deux côtés. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» demanda-t-elle directement. « Pour trouver Kael » répondit Mokui. « Il est le fils de ma sœur. Quand il n'est pas revenu, nous l'avons pisté. » Il l'étudia pensivement. « Je ne m'attendais pas à le trouver vivant, aux soins d'une femme blanche. » Un jeune guerrier hurla quelque chose depuis le cercle, le ton agressif. Plusieurs autres murmurèrent leur approbation, une onde de colère parcourant le groupe. Mokui leva la main pour imposer le silence. « Certains guerriers disent que nous devrions brûler cet endroit, expliqua-t-il d'un ton factuel. Prendre tes chevaux, tes vivres, c'est notre coutume avec les établissements de l'homme blanc. » Clara sentit sa gorge se dessécher, mais elle soutint le regard du chef. « Et vous, que dites-vous » Mokui considéra la question. Kael dit « Tu as tenu sa vie entre tes mains. Tu as choisi de la préserver.
Cela crée une obligation. Kaël s'avança en boitant, rejoignant la conversation. Bien que son français fût plus limité que celui de son oncle, il parla délibérément. « Toi, pas tiré, dit-il en pointant sa jambe. Toi, aidé. Pourquoi ?» La question resta suspendue dans l'air froid du matin. Clara comprit que la perception de son honnêteté par ces hommes déterminerait si elle vivrait ou mourrait. « Parce qu'en vous regardant, je n'ai pas vu un ennemi, finit-elle par dire. J'ai vu un être humain qui souffrait. Mon mari... » Sa voix se brisa légèrement. Mon défunt mari croyait que tout le monde méritait la compassion. Kaël traduisit ces paroles pour Mokui, qui écouta attentivement. L'expression du chef s'adoucit, presque imperceptiblement. « Ton mari n'est plus en vie ?» demanda-t-il. « La fièvre l'a emporté il y a 2 ans, répondit Clara. Je gère tout, seule, depuis lors. » L'information circula parmi le groupe de guerriers, suscitant des murmures de surprise. Une femme seule sur la frontière était une chose rare et vulnérable. Mokui s'éloigna de quelques pas, conférant avec Kaël et 2 guerriers plus âgés. Leur discussion fut animée mais brève. Lorsque le chef revint, sa décision semblait prise. « La femme qui sauve le sang de notre peuple a gagné notre respect, annonça-t-il assez fort pour que tous ces hommes l'entendent. Son foyer ne brûlera pas, ses animaux ne seront pas pris. » Le soulagement envahit Clara, mais Mokui n'avait pas terminé. « Plus que cela, cet endroit est maintenant sous la protection de ma bande. Aucun des miens ne te fera de mal, ni à ce qui t'appartient. » Clara peinait à comprendre ce qu'elle entendait. « Pourquoi m'offrir votre protection ? » « Nos voix ne sont pas toujours comprises par les Blancs, expliqua Mokui. « L'honneur est tout pour nous. Une dette doit être payée. Tu as sauvé Kaël, nous te devons une dette de vie. » Il fit un geste vers le vaste territoire qui les entourait. « Beaucoup de dangers ici. Bandits, tribus hostiles, et même les tiens, qui prendraient la terre d'une femme seule. » Kaël s'avança, retirant quelque chose de son cou, un lacet de cuir tenant un pendentif en pierre bleue distinctive. Il le tendit vers Clara. « Prends, insista-t-il. Montre à n'importe quel des nôtres. Ils connaîtront la marque de la bande de Mokui. Tu es protégé. » Clara accepta le présent avec hésitation, son poids dans sa paume étonnamment lourd pour un si petit objet. « Je ne sais pas quoi dire, admit-elle. »« Ne dis rien, répondit Mokui, mais souviens-toi de ce jour. Dis aux autres qu'entre les colons et nous, un chemin différent est possible. » Le chef monta sur son cheval avec une grâce fluide malgré son âge. Il donna un ordre et les guerriers commencèrent à se disperser, non sans avoir chacun hoché la tête respectueusement dans la direction de Clara. Seul Kaël resta un instant, se tenant maladroitement devant elle. « Merci, dit-il simplement. « N'oubliez pas, votre jambe a besoin de plus de temps pour guérir, souligna Clara. Êtes-vous sûr de devoir chevaucher ?» Kaël sourit pour la première fois. Guerrier né sur cheval, meurt sur cheval. Petite blessure n'arrête pas guerrier. On lui amena son poney peint. Avec une agilité surprenante malgré sa blessure, il se mit en selle. « Peut-être revenir un jour, dit-il, voir comment la ferme de Clara Dubois grandit. » Sur ce, il rejoignit les siens. La bande entière disparut derrière la crête aussi rapidement qu'elle était apparue, laissant Clara seule sur son porche, le pendentif de pierre bleue serré dans sa main. Preuve tangible que cette rencontre extraordinaire n'avait pas été un rêve. Alors que la poussière retombait, Clara réalisa que dans cette terre impitoyable, elle venait de gagner les alliés les plus improbables. 6 mois passèrent, l'hiver s'abattit sur les plaines, apportant des vents glaciaux et des averses de neige occasionnelles qui saupoudraient la ferme de Clara comme du sucre glace. Elle avait agrandi son potager, troqué pour 2 poules supplémentaires à Val-des-Chênes et réparé le toit qui fuyait, tout en portant le pendentif de pierre bleue de Kaël sous ses vêtements. Clara n'avait parlé à personne de sa rencontre. Elle savait comment l'histoire serait reçue, avec incrédulité au mieux ou avec des accusations de traîtrise au pire. Pourtant, elle ne pouvait nier que la protection de la bande de Mokui lui avait procuré un sentiment de sécurité qu'elle n'avait plus ressenti depuis la mort d'Henri. Par un matin vif de décembre, Clara coupait du bois de chauffage lorsqu'elle entendit des bruits de sabots approcher. Elle se redressa, sa main se portant instinctivement vers le pendentif sous son manteau. 3 cavaliers apparurent, des hommes blancs,
se dirigeant directement vers sa propriété. Elle reconnut le chef de file, Hector Vasseur, un riche éleveur qui possédait de vastes terres au sud. « Le bonjour, veuve Dubois », appela Vasseur en retenant sa monture. C'était un homme corpulent, dans la cinquantaine, à la barbe soigneusement taillée. Il n'avait jamais caché son intérêt pour l'acquisition de la ferme de Clara. « Fait bougrement froid pour faire un travail d'homme, n'est-ce pas ?» Clara planta sa hache dans le billot. « Le bois se fiche pas mal de qui le fend, monsieur Vasseur, tant qu'il finit dans l'âtre. » Les hommes mirent pied à terre. Les compagnons de Vasseur, son contremaître Jules et son fils Elias, restèrent en retrait, tandis que Vasseur s'approchait. « Je suis venu avec une proposition pour vous, » annonça-t-il en frottant ses mains gantées contre le froid. « L'hiver commence à peine et il est déjà rude. Ça doit être difficile de tout gérer toute seule. »« Je m'en sors très bien, » répondit Clara d'un ton égal. Vasseur sourit avec condescendance. « Bien sûr, mais je suis prêt à vous offrir un prix juste pour cette propriété. Plus que juste, vraiment. De quoi vous installer confortablement en ville. Peut-être ouvrir une petite boutique. Quelque chose de plus convenable pour une femme seule. » Clara avait déjà rejeté les offres de Vasseur, mais jamais aussi directement que maintenant. « Cette terre n'est pas à vendre, monsieur Vasseur, ni aujourd'hui, ni demain. » L'expression de l'éleveur se durcit. « Vous êtes déraisonnable, madame Dubois. Ces 40 hectares ne sont qu'une miette à côté de mes possessions. Combinés à mon ranch, ils seraient mis à bon usage. »« Mon mari et moi avons choisi cette terre ensemble, » dit Clara fermement. « Nous l'avons travaillée ensemble. J'ai l'intention de continuer. » Jules, le contremaître, cracha par terre. « Têtu comme une mule, hein, patron ?» Vasseur leva une main pour faire taire son homme. « Madame Dubois, je ne pense pas que vous compreniez votre situation. La frontière change. Les petits exploitants comme vous sont poussés vers la sortie. L'élevage nécessite de l'espace, des milliers d'hectares. C'est l'avenir. »« Alors l'avenir devra contourner mes 40 hectares, » répliqua Clara. Elias Vasseur, un jeune homme d'environ 25 ans avec la carrure large de son père, mais aucune de ses retenues, s'avança. « Père, on perd notre temps. Elle changera de ton au printemps. » Les yeux de Clara se plissèrent. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Hector Vasseur lança un regard d'avertissement à son fils, mais Elias continua. « Ça signifie que des accidents arrivent aux gens isolés sur la frontière, surtout quand ils sont trop obstinés pour entendre raison. »« Ça suffit, Elias !» claqua Vasseur, mais la menace resta suspendue dans l'air. La main de Clara bougea inconsciemment vers le pendentif à nouveau, attirant l'attention de Vasseur. Ses yeux se rétrécirent en apercevant un éclat de pierre bleue. « Qu'est-ce que vous portez là ?» demanda-t-il, soudain suspicieux. Clara le rincera sous son manteau. « Juste un souvenir. » Mais Vasseur en avait assez vu. « C'est de l'artisanat sauvage, » dit-il lentement. « Où avez-vous eu ça, madame Dubois ?» Avant que Clara ne puisse répondre, Jules s'approcha. « Vous trafiquez avec les Indiens, la femme ?»« Mes possessions personnelles ne vous regardent pas, » répondit Clara, la voix stable malgré son cœur battant la chamade. Vasseur l'étudia avec une nouvelle intensité. « Il y a eu des rumeurs sur des tribus aperçues près de votre propriété, sans jamais attaquer. Certains se demandaient pourquoi. » Son expression s'assombrit. « Maintenant, je me le demande aussi. »« Je pense que vous devriez partir, » dit Clara, en tendant la main vers le fusil appuyé contre le tas de bois. Vasseur ne bougea pas. « Les braves gens de Val-des-Chênes seraient peut-être intéressés de connaître vos relations avec les sauvages. Ceux qui fraternissent avec l'ennemi ne sont pas vus d'un bon œil. Est-ce une menace, monsieur Vasseur ? » « Appelez ça un conseil amical, » répondit-il. « Vendez-moi maintenant à mon prix, et peut-être que cette découverte restera entre nous. » Clara leva légèrement son fusil, sans viser, mais prête. « C'est ma maison. Je vous ai demandé de partir. » Pendant un moment tendu, personne ne bougea. Puis Vasseur fit un signe sec de la tête, retournant vers son cheval. « L'hiver est long, madame Dubois, » lança-t-il par-dessus son épaule. « Vous aurez tout le temps de reconsidérer vos options. Je reviendrai au printemps pour votre réponse. » Tandis que les cavaliers s'éloignaient, les mains de Clara tremblaient. La découverte de Vasseur compliquait tout. Si le bruit courait de ses liens avec la tribu, elle risquait l'ostracisme, voire pire, de la part d'une communauté dont elle dépendait pour survivre. Ce soir-là, alors que le vent hurlait autour de sa cabane, Clara fixa les flammes de l'âtre, faisant tourner le pendentif de pierre bleue entre ses doigts.
La protection qu'il offrait contre les tribus sauvages avait désormais un prix dangereux parmi les siens. Pourtant, elle ne put se résoudre à l'enlever. 3 jours plus tard, Clara fut réveillée par une odeur âcre de fumée. Se précipitant dehors en chemise de nuit, elle découvrit sa grange en feu, les flammes léchant le ciel noir de l'aube. Elle lutta avec l'énergie du désespoir pour sauver sa jument et ses 2 vaches, parvenant à guider les animaux terrifiés vers la sécurité juste avant que le toit ne s'effondre dans une pluie d'étincelles. Au lever du soleil, il ne restait que des ruines fumantes. Clara se tenait au milieu des cendres, épuisée et couverte de suie. Ce n'était pas un accident. Elle n'avait aucun doute sur la responsabilité des hommes de Vasseur. C'était un avertissement, une démonstration brutale de sa vulnérabilité. En inspectant les décombres, quelque chose attira son attention. À demi enfouie dans la terre, une douille de cartouche qui n'était pas là la veille. L'incendiaire avait laissé une trace. « Vous avez marqué votre poing, Vasseur », murmura-t-elle au paysage vide. « Mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Clara savait qu'elle était à la croisée des chemins. Elle pouvait céder à la pression, vendre ses terres et se retirer en ville, le choix prudent, peut-être le plus rationnel, ou elle pouvait riposter contre un adversaire disposant de bien plus de ressources et d'hommes qu'elle. Alors que le soleil montait, illuminant le squelette calciné de sa grange, Clara Dubois fit son choix. Elle ne serait pas chassée du foyer qu'elle et Henri avaient bâti de leurs mains. Elle ne se rendrait pas à l'intimidation. Cet après-midi-là, elle sella sa jument et chevaucha non pas vers Val-des-Chênes, mais vers l'est, s'enfonçant dans un territoire où peu de colons s'aventuraient volontiers. Elle partit à la recherche de la bande de Maucuit, le pendentif de pierre bleue bien en vue sur son manteau. Elle n'était plus seulement une veuve luttant pour maintenir sa ferme, elle était une femme en guerre. Clara chevaucha 2 jours avant de trouver des signes de présence tribale, des marqueurs subtils dans le paysage qu'elle aurait manqué des mois plus tôt, mais qu'elle reconnaissait désormais grâce aux enseignements de Kael durant sa convalescence. Au 3e jour, elle fut découverte par des éclaireurs. Ils approchèrent avec méfiance jusqu'à ce qu'ils aperçoivent la pierre bleue. Leur attitude changea instantanément. Ils l'escortèrent jusqu'à leur camp d'hiver, niché dans un canyon abrité qui les protégeait des vents violents. Les femmes s'arrêtèrent dans leur travail pour dévisager Clara, les enfants se cachant derrière les jupes de leur mère. Elle était probablement la première femme blanche que beaucoup voyaient de près sans le contexte d'un raid. Maucuit émergea d'une grande tente, son visage trahissant une brève surprise avant de se figer dans une dignité accueillante. À ses côtés se tenait Kael, entièrement rétablie et fière. Clara Dubois salua Maucuit d'un léger signe de tête. « Tu voyages loin de chez toi ?» Clara mit pied à terre, les jambes raidies par la longue chevauchée. « Mon foyer est la raison de ma venue. » À l'intérieur de la tente de Maucuit, réchauffée par un feu central, Clara expliqua la situation. Les menaces de Vasseur, la grange incendiée, son refus de vendre. Le chef écouta impassiblement, traduisant occasionnellement pour le bénéfice des anciens qui les avaient rejoints. « Cet homme, Vasseur, finit par dire Maucuit, il a beaucoup de guerriers ?»« Des hommes de main, corrigea Clara, peut-être une vingtaine, et de l'influence en ville. » Kael se pencha en avant. « Pourquoi pas vendre, construire nouvelle maison ailleurs ?» La question n'était pas accusatrice, mais sincèrement curieuse. Clara réfléchit à la manière d'expliquer. « Cette terre porte la mémoire de mon mari, dit-elle lentement. Nos rêves, notre travail. Mais c'est plus que ça maintenant. » Elle regarda Maucuit droit dans les yeux. « Si je laisse Vasseur me chasser par la peur et la destruction, je trahis non seulement la mémoire d'Henri, mais aussi l'amitié que votre peuple m'a témoignée. Je ne me soumettrai pas à un homme qui croit que la force fait le droit. » Maucuit opina pensivement. « Sa voix est la vieille voix, prendre ce qu'on veut, détruire ce qui résiste. »« Précisément, approuva Clara. Je suis venue chercher votre conseil, pas pour vous demander de livrer mes batailles. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée des anciens. Maucuit parla longuement dans sa langue, les anciens répondant par des hochements de tête ou de brefs commentaires. Enfin, il se tourna vers Clara. « Nous aiderons, décida-t-il. Pas avec des armes contre les hommes blancs, cela amènerait les soldats, créerait plus de sang versé, mais avec la sagesse de notre peuple. » Il sourit légèrement. « Parfois,
Le guerrier le plus fort est celui que l'ennemi ne voit jamais. Pendant les 2 jours suivants, Clara resta au camp où Mokui et les anciens mirent au point une stratégie. Ils lui enseignèrent des techniques de tromperie et de guerre psychologique, des méthodes qui demandaient peu de violence mais avaient un impact maximal. Lorsque Clara se prépara à repartir, Kaël s'approcha avec 4 autres jeunes guerriers. « Nous chevauchons avec toi », annonça-t-il, « pour aider à préparer. » Clara commença à protester, mais Mokui l'interrompit. « Accepte cette assistance, Clara Dubois. Ils ne seront pas vus par les autres hommes blancs. » Le voyage de retour fut plus rapide, les guerriers connaissant des sentiers invisibles pour la plupart des colons. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, Clara fut soulagée de trouver sa cabane intacte, bien que la grange restât un squelette noirci. Sous le couvert de l'obscurité, Kaël et ses compagnons aidèrent à mettre le plan en œuvre. Ils travaillèrent toute la nuit, utilisant des compétences affûtées par des années de conflits, mais dirigées cette fois vers la protection. À l'aube, les guerriers disparurent dans le paysage avec la promesse de surveiller à distance. Clara était de nouveau seule, du moins en apparence. 3 jours plus tard, Hector Vasseur revint comme promis, cette fois accompagné de 5 hommes. Ils approchèrent avec assurance, s'attendant à trouver une femme affaiblie par l'isolement et la perte de sa grange. Au lieu de cela, ils trouvèrent Clara attendant calmement sur son porche, apparemment indifférente à leur arrivée. « Bonjour, monsieur Vasseur, lança-t-elle. Je vous attendais. » Vasseur retint son cheval, légèrement déconcerté par son sang-froid. « Avez-vous reconsidéré mon offre, madame Dubois ?»« J'y ai en effet beaucoup réfléchi, » répondit Clara. « Ma réponse reste non. » Le visage de Vasseur s'assombrit. « Je vois que le feu n'a pas été assez persuasif. » Il fit signe à ses hommes. « Peut-être devons-nous être plus directs dans nos négociations. » Alors que les hommes commençaient à mettre pied à terre, Clara sourit. « Avant de continuer, monsieur Vasseur, vous devez savoir que nous sommes observés. » Vasseur ricana. « Vous essayez de nous effrayer, la veuve? Il n'y a personne à des kilomètres. » Clara pointa simplement la crête au-delà de sa propriété. Là, se découpant sur le ciel du matin, 3 guerriers à cheval se tenaient immobiles, leur présence indubitable. « Que diable !» s'exclama Jules, portant la main à son arme. « Je ne ferai pas ça, » conseilla Clara calmement. « Ces 3-là sont juste ceux qui acceptent d'être vus. Les meilleurs chasseurs de Mokui ne se montrent pas avant d'être prêts à frapper. » Le visage de Vasseur se vida de ses couleurs. « Vous vous êtes vraiment allié avec des sauvages ? » « Je me suis allié avec des voisins qui respectent les frontières, » corrigea Clara, « contrairement à d'autres que je pourrais nommer. » Elle s'avança, sa confiance grandissant. « Voici ce qui va se passer, monsieur Vasseur. Vous et vos hommes allez quitter ma propriété immédiatement. Vous allez faire savoir que cette terre est sous la protection de la tribu. Quiconque me menace, les menace. Et vous allez rendre quelque chose que vous avez volé. »« Je ne vous ai rien volé, » protesta Vasseur. Clara haussa un sourcil. « Pas à moi, à eux. » Elle tendit la main vers l'horizon. « Les terres sacrées près du croisement du ruisseau, qui tombent maintenant dans les limites de votre propriété. Mokui veut qu'elle soit rendue. Une petite parcelle, moins de 2 hectares. » L'expression de Vasseur révéla son choc. Le site funéraire avait été un point de contention depuis des années, mais peu de colons en connaissaient l'emplacement exact. « C'est de l'extorsion, » bafouilla-t-il. « C'est une négociation, » rectifia Clara. « Les termes sont simples. Respectez mes frontières, rendez leurs terres sacrées, et nous vivrons tous en paix. Refusez. » Elle jeta un regard significatif vers la crête. Le face-à-face dura plusieurs instants tendus avant que l'instinct de survie de Vasseur ne l'emporte sur son orgueil. « Très bien, » cracha-t-il. « Gardez vos 40 hectares sans valeur. Je marquerai le terrain sacré. » Il la foudroya du regard. « Mais ce n'est pas fini, ma bonne dame. »« En fait, si, » répondit Clara d'un ton égal. « Parce que s'il m'arrive quoi que ce soit, à moi ou à ma propriété, n'importe quoi, la tribu n'attendra pas de preuves. Ils supposeront que la responsabilité vous incombe. » Tandis que Vasseur et ses hommes battaient en retraite, les guerriers sur la crête restèrent visibles, un rappel silencieux du nouvel équilibre des pouvoirs. Ce soir-là, Kaël et ses compagnons émergèrent de leur cachette pour confirmer que les hommes de Vasseur étaient vraiment partis. Ils partagèrent un repas avec Clara près d'un feu de camp, sous les étoiles.
Il honorera l'accord ? demanda Kael. Clara hocha la tête. Vasseur tient trop à sa vie et à ses biens pour risquer un raid. C'est une brute, et les brutes reculent quand elles sont confrontées à une force supérieure. Mokui arriva le lendemain pour officialiser l'arrangement. Avec Clara comme témoin, lui et ses guerriers placèrent des marqueurs autour de sa propriété, des symboles qui seraient reconnus par n'importe quel membre des tribus comme une déclaration de protection. « Et maintenant ?» demanda Clara alors qu'il terminait le rituel. Mokui contempla ses terres, son visage buriné, pensif. « Maintenant, nous essayons un nouveau chemin. Pas la guerre, pas la soumission, le respect. » Il se tourna vers elle. « Chemin difficile. Beaucoup des deux côtés préfèrent les vieilles manières de se battre. Cela vaut la peine d'essayer, dit Clara. Le chef opina. Ton mari était un homme sage de choisir une femme avec un tel courage. Au printemps, Clara commença à reconstruire sa grange avec l'aide occasionnelle de Kael et d'autres jeunes guerriers qui apparaissaient sans prévenir, travaillaient à ses côtés pour la journée, puis s'évanouissaient à nouveau. La rumeur se répandit dans la région à propos de la veuve qui avait, on ne sait comment, gagné la protection des tribus, créant une sorte de zone tampon entre les colonies qui avançaient et les territoires sauvages. Certains colons l'évitaient, la traitant de traîtresse à sa race. D'autres, lassés des conflits constants, l'approchaient prudemment pour apprendre comment elle avait obtenu cette paix impossible. Par une chaude matinée d'avril, alors que Clara semait dans son jardin agrandi, elle fit une pause pour regarder les terres qu'elle avait refusé d'abandonner. La nouvelle grange se dressait solidement contre l'horizon. Au loin, un petit groupe de femmes de la tribu approchait, portant des sacs de graines, venant échanger leur savoir traditionnel sur les cultures. Un pont fragile entre deux mondes. Clara toucha le pendentif de pierre bleue qui pendait toujours à son cou. Ce qui avait commencé comme un acte impulsif de compassion pour un ennemi blessé s'était transformé en quelque chose d'inattendu. Une ébauche fragile de coexistence dans une terre déchirée par la haine et la méfiance. Elle savait que cette paix délicate pourrait ne pas durer. Les forces poussant les colons et les tribus au conflit étaient puissantes et profondément enracinées. Mais pour l'instant, sur ce petit lopin de terre sauvage, une histoire différente s'écrivait, un petit choix à la fois.